Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20 h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, 3 principaux titres. Mali, accord. L'Azawad signe pour la paix. Ce jeudi, la coordination des mouvements de cette partie du Mali a paraphé les accords de la médiation algérienne tout en précisant que de nouvelles négociations seraient à entreprendre avant la signature de l'accord définitif. Burundi, coup d'État, échec et condamnation. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont retrouvés en Tanzanie pour évoquer la crise au Burundi. Un coup d'État a été opéré en plein cœur de Bujumbura, la capitale. Un acte condamné par la communauté est-africaine. Monde, santé, l'hypertension artérielle. Au menu des défis, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de cette pathologie cardiovasculaire qui frappe de nombreuses personnes à travers le monde. 7 millions de personnes perdent la vie chaque année. Et dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir, Roland Djakou va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de cette conférence sur les destructions du patrimoine par l'État islamique qui se tient en Égypte sous la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO. Bienvenue. Comme je vous l'annonçais en titre, la rébellion à dominante Touareg a paraphé jeudi à Alger l'accord pour la paix au Mali. Mais les rebelles ont martelé que de nouvelles négociations seraient nécessaires avant la signature d'un accord définitif. Abdelaziz Maïka. La coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominante Touareg, a paraphé ce jeudi à Alger l'accord du 1er mars pour la paix au Mali. Cet accord, signé partiellement en présence de la médiation internationale, a donné lieu à une précision de la part de Bilal Al-Sherif, un responsable de la CMA. Pour lui, le paraphe de ce document et la signature de l'accord définitif sont et demeurent des actes juridiquement distincts, précisant que l'accord ne serait pas signé par la CMA à Bamako ce vendredi. Par ailleurs, un autre responsable de la CMA a affirmé que de nouvelles négociations auraient lieu avant une signature définitive. Le document avait été paraphé à Alger le 1er mars par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui, après avoir consulté sa base, avait indiqué ne pas pouvoir l'avaliser en état. Le texte prévoit la création d'assemblées régionales, mais comme le souhaitait Bamako, ni autonomie, ni fédéralisme. La CMA réclame la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité gérée par une assemblée interrégionale et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Depuis 2012, le nord du Mali est tombé sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à la rébellion, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Des zones entières échappent encore au contrôle du pouvoir central. Restons en politique, le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu ce mercredi à Abuja l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Au menu de leurs échanges, la coopération bilatérale. Pour Tony Blair, le Nigeria a énormément gagné en crédibilité au sein de la communauté internationale. Plus de précisions dans ce reportage. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair était l'invité du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, ce mercredi à Abuja, la capitale du Nigeria. Au sortir des échanges, Tony Blair a affiché son enthousiasme et son optimisme quant à l'avenir du pays. En outre, il a affirmé un soutien continu de la communauté internationale en vue de relever les défis auxquels sont confrontés le pays. Évidemment, le futur et le destin du Nigeria est entre les mains des Nigérians. Je tiens à dire, Monsieur le Président élu, qu'il y a un soutien énorme pour vous et votre pays en ce moment et que nous sommes tous prêts à vous soutenir et vous aider. Le général Muhammadu Buhari a quant à lui félicité le gouvernement britannique pour leur soutien au Nigeria avant, pendant et après l'élection. Par ailleurs, le président élu reste optimiste quant à la reprise de la coopération avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous avons discuté la position de la Grande-Bretagne et les États-Unis sur la façon de nous aider à nous assurer que l'on se comporte selon les règles de notre Constitution. Le fait que cela ait été une réussite est un soulagement énorme pour nous et tous les gens de conscience partout dans le monde. Les Blair Africa Governance Initiative et la Faith Foundation ont travaillé main dans la main pendant plusieurs années. En attendant la reprise en fonction de Muhammadu Buhari le 29 mai prochain, tout porte à croire que le nouveau gouvernement reste ferme dans sa détermination pour un Nigeria meilleur.
La suite de ce journal avec cette actualité politique brève et en images au Burundi, en l'absence du président Pierre Nkurunziza, parti prendre part au sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine sur la crise qui secoue son pays. Une tentative de coup d'État a été opérée ce mercredi en plein cœur de la capitale burundaise, Bujumbura. À plusieurs semaines de contestation, la communauté est-africaine a condamné le coup d'État annoncé par un ex-général d'armée nommé Godefroy Niyombare. Pour les chefs d'État de l'Afrique de l'Est, cet acte n'est pas une solution à la crise. Toutefois, la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 26 juin est aussi à changer. Je vous propose justement de suivre la déclaration du président tanzanien juste après la tentative de coup d'État. On écoute. Le sommet condamne fermement le coup d'État au Burundi et d'après le sommet, cela ne résout pas les problèmes du Burundi. Nous sommes tous d'accord pour dire que les conditions ne sont pas propices à des élections au Burundi. Nous demandons donc aux autorités de ce pays de repousser les élections à une date qui ne se situe pas au-delà du mandat du gouvernement actuel. De la politique à la justice avec cette autre actualité brève et en image. Au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont annoncé ce mercredi l'ouverture du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré pour le 20 juin prochain à Dakar, poursuivi pour de nombreux chefs d'accusation, entre autres crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. L'ancien numéro 1 tchadien sera jugé au palais de justice Lat Dior de la capitale sénégalaise. Ce sera la première fois qu'un ancien président africain est jugé sur le continent noir dans un pays qui n'est pas le sien au nom de la compétence universelle. Toutefois, l'ex-chef de l'exécutif tchadien ne reconnaît pas la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Direction la Tunisie, face à l'essor d'une mouvance djihadiste armée, la société civile en Tunisie a dénoncé ce mercredi le caractère liberticide d'un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité, un texte qui laisse aussi dubitatif des experts et des policiers. Léa Hansa. Le projet de loi de prévoyance des lourdes peines de prison pour toute personne se rendant coupable de divulgation de secrets relatifs à la sûreté nationale ou de dénigrement de l'armée ou de la police en Tunisie fait grogner. Le projet a été jugé incompatible avec les standards internationaux des droits humains par 13 ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International. La société civile, elle s'est mobilisée fortement contre cette loi parce qu'elle comporte un certain nombre de dispositions à son sens qui sont à la fois anticonstitutionnelles, donc seraient en violation flagrante de la Constitution, et parce qu'ils sont en violation de nombreux textes internationaux dont la Tunisie est un pays signataire. Selon les 13 ONG, les formulations sont si vagues qu'elles accordent aux autorités une grande latitude pour procéder à des arrestations pour des motifs injustifiés et pourraient leur permettre de poursuivre ceux qui dénoncent des actes répréhensibles du gouvernement. On entre dans un domaine où le caractère vague est très général et absolument pas conforme au principe de l'égalité du projet de loi, devient une bombe pour les droits et les libertés en Tunisie. Alors que la transition de la Tunisie vers la démocratie après la révolution de 2011 est représentée comme un exemple pour le reste du monde arabe par la communauté internationale, la société civile s'inquiète. Pour nombre d'observateurs, si le texte n'a pas encore été débattu, le fait qu'il ait été passé du Conseil des ministres à l'Assemblée des représentants du peuple est déjà un mauvais signe, car cela veut dire qu'il y a une volonté politique de le faire adopter. Économie à présent, la dénutrition coûte très cher à l'économie du Malawi, le privant d'environ 10% du PIB. Selon une étude parue mercredi, plus de la moitié des enfants âgés de 18 à 23 ans souffrent de dénutrition dans ce pays et ces carences entraînent parfois la mort. Judith Koindo. Selon une étude produite par l'Union africaine parue mercredi, plus de la moitié des enfants âgés de 18 à 23 ans souffrent de dénutrition au Malawi et ces carences qui entraînent parfois la mort coûtent très cher à l'économie locale, la privant d'environ 10% du PIB. La dénutrition prive les enfants de leur potentiel de croissance de 1001 manières et il est clair que le Malawi a beaucoup à faire pour éliminer ce problème, a souligné Koko Uchiyama du PAM lors de la présentation de l'étude.
Notre pays ne peut pas se permettre d'être vu partout où il y a des études de ce genre comme étant le dernier sur l'échelle. Environ 60% des habitants de ce pays, densément peuplé et dépendant pour vivre de l'agriculture vivrière et des plantations de tabac, ont par ailleurs souffert d'un retard de croissance avant l'âge de 5 ans, a estimé les auteurs de l'étude. Intitulée « Les coûts de la faim en Afrique », l'étude appelle les autorités à prendre des mesures pour diminuer radicalement la dénutrition d'ici 10 à 15 ans, notamment en décentralisant les fonds et en les coordonnant mieux. Le PAM va continuer notre engagement d'excellence et de soutien et de collaboration avec le gouvernement et nos partenaires sur la réponse humanitaire, mais aussi le travail dans le domaine du développement par rapport à l'alimentation et la sécurité nutritionnelle. Le programme d'alimentation dans les écoles est notre programme phare, ainsi que notre programme sur le soutien alimentaire. Le PAM supervise déjà des distributions de porridge à l'école auprès de 840 000 enfants, mais cela ne suffit pas. Il faudrait beaucoup plus d'argent, selon Félix Ponzolo-Firi, directeur auprès de la présidence malawite pour l'alimentation. On parle encore d'économie, mais cette fois hors du continent africain. L'Office national des statistiques a annoncé ce mercredi que le taux de chômage du Royaume-Uni est descendu à 5,5% au premier trimestre, soit à son niveau le plus bas depuis mi-2008. L'Institut a comptabilisé près de 31,1 millions de personnes ayant un travail dans le pays et 1,83 million de chômeurs. Reportage. Le taux de chômage est descendu à son plus bas niveau au Royaume-Uni depuis mi-2008 et est à peine plus élevé qu'avant la crise financière internationale lorsqu'il évoluait à 5,2% à la fin 2007 et au début 2008. L'Office national des statistiques a comptabilisé près de 31,1 millions de personnes ayant un travail dans le pays et 1,83 million de chômeurs, soit 386 000 de moins par rapport à la même période un an plus tôt. Awar Archer, économiste chez IHS, a estimé que le marché du travail a connu une amélioration d'ensemble et qu'il s'attend à ce que le taux de chômage continue de baisser pour passer sous la barre des 5% d'ici à la fin 2016. Une solide croissance économique est attendue pendant les mois à venir pour soutenir la demande d'emploi, bien que la hausse de la productivité devrait réduire l'ampleur de la baisse du chômage, a poursuivi Awar Archer, évoquant des difficultés croissantes des entreprises à recruter dans certains secteurs. D'après les statistiques publiées mercredi, quelques 8,37 millions d'employés étaient à temps partiel à la fin mars et quelques 4,5 millions de personnes occupaient un emploi dit indépendant qui correspondent parfois à des petits boulots. Des nouvelles des médias dans ce journal. Depuis quelques jours, le Rwanda et sans nouvelles de Fred Muvunyi, le journaliste qui a démissionné de son poste de président de l'instance de régulation des médias dans le pays des 1000 collines. À en croire plusieurs de ses collaborateurs, la presse rwandaise est encore très loin d'atteindre son indépendance. Uhela Baga s'en fait l'écho. Au Rwanda, le journaliste Fred Muvunyi a disparu. Aucune déclaration, aucune publication sur les réseaux sociaux depuis qu'il a annoncé mardi sur Twitter sa démission de la présidence de la Rwanda Media Commission, l'instance qui régule les médias dans le pays de Paul Kagame. Un départ qui surprend plus d'une personne quand on se souvient que les hommes de médias rwandais avaient obtenu la création de cette institution indépendante après de longues empoignades avec le gouvernement. Selon plusieurs spécialistes de la question qui ont souhaité s'exprimer, tels que Gonzaga Muganwa, le secrétaire exécutif de l'Association rwandaise des journalistes, Fred Muvunyi abandonne son poste de président de la RMC en raison de plusieurs pressions du régime Paul Kagame dont il est victime depuis plusieurs mois. Une assertion à prendre en considération étant donné les sanctions dont sont toujours victimes les journalistes dans le pays des 1000 collines. Réputé pour son indépendance, Fred Muvunyi aurait commencé à s'attirer les foudres des barons du régime de Kigali au dernier trimestre de l'année dernière. Par la voix de l'homme de médias, la RMC avait critiqué en fin d'année 2014 la suspension par le gouvernement de ce pays de la version Kenya-Rwanda de la radio BBC, accusée d'avoir diffusé un documentaire qui a soulevé la controverse au sujet du génocide de 1994. Sous sa présidence, la RMC s'est également opposée à un projet de loi du Premier ministre jugé liberticide. L'intérim à la tête de la Rwanda Media Commission est assuré depuis mardi par Cléophas Baroré, qui, comme le ministère de l'Information, estime que Fred Muvunyi n'a jamais été soumis à de quelconque pression.
L'indépendance des médias ne semble pas encore d'actualité au Rwanda, pays dirigé d'une main de fer par Paul Kagame depuis le début du siècle, malgré de rares progrès. Dans le classement 2014 de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières, le Rwanda occupe la 162e position sur 180 pays. Comme je vous l'annonçais en titre de ce journal, ce jeudi 14 mai 2015 est marqué par la célébration de la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse responsable de la mort de 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Le but de cette journée est d'informer et de prévenir le public de la gravité de ces complications médicales. Léa Atta. Appelé parfois le tueur silencieux, l'hypertension est responsable d'un décès sur 2 par accident vasculaire cérébral ou par accident cardiaque. Cette maladie grave, dont on ignore souvent les causes, serait la première raison de mortalité dans le monde. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension est une occasion pour les autorités sanitaires de prendre en charge les malades souffrant de cette maladie dans leur pays. D'équiper les centres de santé de moyens et d'équipements, renforcer les compétences des travailleurs ou du domaine de la santé en matière de détection et de prise en charge de cette maladie. Rappelons, près d'1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde, dont 40% des personnes atteintes dans les pays occidentaux. C'est dans la région africaine que la prévalence de l'hypertension est la plus élevée puisqu'elle touche 46% des adultes âgés de 25 et plus. La page sportive de ce journal, un but égalisateur d'Alvaro Morata, formé au Real de Madrid, a terrassé le club champion d'Europe 2014 en demi-finale retour de la Ligue des Champions et propulsé la Juventus de Turin victorieuse de 2-1 au match aller vers une finale surprise face au FC Barcelone, une finale compliquée selon l'entraîneur du club italien. Reportage de Mamadou Niang. La qualification de la Juventus est parfaitement méritée à confier son entraîneur qui s'attend à une finale compliquée face au FC Barcelone et son trio offensif de feu. Nous avons mérité cette finale parce que les joueurs y ont cru jusqu'au bout. En première mi-temps, nous avons maintenu un équilibre important sur le terrain. Battre le Barça, c'est compliqué, même si c'est sur un seul match. Quand on joue face à des grands joueurs, il faut avoir la patience de les contenir. Suarez et Neymar sont en excellentes conditions, comme Messi, et il faudra faire un très bon match. Restera-t-il aux commandes du Real Madrid après l'élimination? La décision revient aux dirigeants à confier Carlo Ancelotti, disposé à poursuivre l'aventure à la tête de la Maison-Blanche. Pour le match de ce soir, je n'ai rien à reprocher. Je suis fier de mes joueurs à 100% et je les remercie parce qu'ils ont travaillé au maximum. Si le club est satisfait du travail que j'ai effectué pendant 2 ans, on peut continuer. Sinon, il devra prendre une décision. Pour moi, mon futur est déjà décidé. J'aimerais rester ici, mais je connais très bien le football et je sais que le club a le droit de changer d'entraîneur. Après 12 années d'absence, la vieille dame retrouve la finale de la Ligue des Champions avec la ferme ambition de s'offrir le trophée. Un rêve brisé pour les supporters du Real de Madrid. Restons au sport avant la rubrique 7 en plus de ce soir. Les places les moins chères lors de l'Euro 2016 organisées en France seront disponibles à partir du 10 juin 2015 pour 25 €, soit près de 17 000 francs CFA, alors que les billets les plus chers pour la finale seront mis en vente pour 895 €, soit près de 600 000 francs CFA. La mesure vise à faire de l'Euro 2016 un événement populaire. Un reportage signé Mamadou Niang. Faire de l'Euro 2016 de football prévu en France une compétition populaire, tel est le but recherché par le comité d'organisation qui a sensiblement baissé les pieds d'entrée. Nous avons été depuis le départ sur la même longueur d'onde avec Michel Platini, c'est-à-dire veiller à ce que, dans toute la mesure du possible, l'Euro 2016 soit un euro populaire, c'est-à-dire accessible à un maximum de personnes. La marque distinctive, je pense, de cet Euro 2016, c'est ce billet d'entrée à 25 € pour 85% des matchs, c'est-à-dire pour 43 matchs sur 51, à savoir tous les matchs de groupe sauf le match d'ouverture et les huitièmes de finale. La mesure jugée exceptionnelle par le président du comité d'organisation est l'une des conditions pour assurer un succès populaire
à l'événement. 25 € comme prix d'entrée, c'est assez exceptionnel, je pense, pour un événement du prestige et de la notoriété de l'euro. Mais c'est, nous semble-t-il, depuis le début, l'une des conditions pour assurer d'entrée l'adhésion et, je l'espère ensuite, le succès populaire de l'événement. Tous les matchs de l'Euro 2016 seront accessibles pour moins de 100 €, et en l'occurrence, c'est même sensiblement moins que 100 €, puisque le tarif le plus élevé en 4e catégorie, en finale, c'est 85 €. Vainqueur de l'Euro 1984 à domicile, la France abritera pour la seconde fois la compétition majeure du football européen à l'échelle des nations. Je vous l'annonçais au début de ce journal, dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir. Roland Djagou nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de cette conférence sur les destructions du patrimoine par l'État islamique qui se tient en Égypte sous la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO. Mais retrouvons-nous dans un court instant. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a ouvert hier mercredi au Caire une conférence internationale pour mettre en place les moyens de lutter contre les destructions de vestiges de l'Antiquité par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Cette réunion qui se termine ce jeudi a pour objectif d'unifier les efforts pour contrer cette menace. Suivant ce reportage, Roland Djagou. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, a ouvert hier mercredi au Caire une conférence internationale pour mettre en place les moyens de lutter contre les destructions sans précédent de vestiges de l'Antiquité par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Cette conférence, qui prend fin ce jeudi, est organisée par l'Égypte et réunit des ministres et responsables du patrimoine culturel de 11 pays arabes et des experts étrangers de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec pour but de combattre ceux qui détruisent leurs histoires communes. Les enjeux sont importants. Les pillages et destructions de sites archéologiques et musées ont atteint une échelle sans précédent. La destruction du patrimoine culturel, l'épuration culturelle est utilisée comme une tactique de guerre pour terrifier les populations, pour financer des activités criminelles et pour propager la haine. La réunion est organisée un mois après une nouvelle destruction de vestiges en Irak. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit les djihadistes de l'État islamique détruire à coups de bulldozers, de pioches et d'explosifs le site archéologique de Nimroud, joyau de l'Empire assyrien fondé au XIIIe siècle. Un autre défi qui s'ajoute dans la région du Moyen-Orient et qu'il faudra relever. La région du Moyen-Orient connaît plein de défis. L'enjeu le plus important est la destruction directe et indirecte des antiquités et du patrimoine de l'humanité. La conférence du Caire intitulée « Propriété culturelle sous la menace, l'impact culturel, économique et sécuritaire au pillage d'antiquités au Moyen-Orient » a pour objectif d'unifier les efforts pour contrer cette menace. Roland Djagou, bonsoir. Bonsoir Dina. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver les djihadistes de l'État islamique à détruire les joyaux du Moyen-Orient ? Alors Dina, il faut dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans la tête de ces gens qui forment aujourd'hui l'État islamique, que ce soit les djihadistes, Boko Haram et ceux qui sont repartis à travers le monde. Bon, maintenant, que ce soit de bonnes ou de mauvaises raisons, déjà l'acte posé est un acte qui est très condamnable et de par la loi, raison pour laquelle ces personnes se sont réunies du côté du Caire pour justement combattre ces djihadistes-là qui s'attaquent au patrimoine culturel du Moyen-Orient, des pays arabes. Alors, il faut dire que Dina, c'est un acte, comme je l'ai dit, condamnable, ignoble, parce que un peuple sans histoire est un peuple sans vie. C'est justement l'histoire des peuples arabes, c'est l'histoire du Moyen-Orient qui est en train d'être détruit comme ça par l'État islamique. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est une question que je ne pense pas que même les psychologues les plus avancés pourraient répondre à cette question, parce qu'il y a plusieurs raisons qu'on évoque souvent, que ce soit sur les attaques dans certains pays,
pays, sur des hommes ou encore sur des attaques comme sur le patrimoine culturel de certains pays, comme il s'agit ici du Moyen-Orient. Donc l'État islamique n'a probablement pas, ou encore je ne pense pas que l'État islamique ait de bonnes raisons qui pourraient faire en sorte qu'il puisse détruire le patrimoine culturel. Parce que c'est un patrimoine qui leur appartient aussi à eux, c'est leur histoire, c'est l'histoire des Arabes, c'est l'histoire du Moyen-Orient. Donc si on peut détruire quelque chose qui nous appartient, qui retrace notre histoire, qui parle un peu d'où on vient, ou encore une histoire qu'on pourrait laisser à nos enfants, je pense qu'il va falloir qu'on puisse se retourner un peu et justement poser la question comme quoi, qu'est-ce qui se passe exactement dans leur tête. Réellement une situation inquiétante qui ne pourrait qu'interpeller à la communauté internationale. Alors qu'est-ce que l'Égypte et tous les pays présents à cette rencontre peuvent bien faire quand on sait quand même que ces destructions se font dans le cadre d'une guerre? Ben voilà, Dina, comme dans chaque guerre, il faut bien qu'on se retrouve, qu'on essaie de réfléchir sur des stratégies qu'on peut prendre pour contrer l'adversaire, parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui. Ouais. Si l'UNESCO s'engage dans cette lutte contre l'État islamique qui détruit le vestige ou encore le patrimoine culturel de toute une tribu, de tout un peuple, notamment le peuple arabe, il va bien falloir qu'on puisse comprendre que c'est un problème qui ne s'agit plus seulement du Moyen-Orient, parce que c'est le patrimoine de l'humanité qui est en train d'être détruit par ces personnes, par l'État islamique. Et il faut dire aussi qu'ici, en ce qui concerne le site archéologique de Nimroud, il y a des objets qu'on ne pourra plus jamais retrouver parce que c'était unique au monde, donc on retrouvait ça uniquement sur ce site archéologique. Et voilà, ces choses ont été détruites par l'État islamique. Donc, du coup, l'UNESCO, le Caire et d'autres ministres et experts étrangers qui se retrouvent au Caire depuis hier et dont la clôture sur aujourd'hui veulent justement trouver une solution qui permettrait à ce qu'on puisse contrer l'État islamique parce que s'il faut parler de raisonnement, je ne pense pas qu'on puisse le raisonner assez, mais contrer pour qu'il ne puisse plus toucher justement ce patrimoine qu'on risque de ne plus retrouver. C'est ce qui motive en fait l'UNESCO et toutes ces personnes de se retrouver pour trouver justement une solution, et on espère que cette solution pourra être trouvée pour qu'ils puissent protéger le reste des choses historiques qui restent. Peut-être une dernière question, Roland Djako, avant de vous laisser partir. Alors, que représentent au fond ces sites pour les gouvernements et l'UNESCO, puisque on voit bien qu'ils s'en préoccupent et qu'ils ont décidé comme ça d'organiser une conférence. Que représentent en réalité ces sites? Alors Dina, comme je l'ai dit tantôt en amont, c'est un patrimoine de l'humanité, parce que quand on parle de l'humanité, on voit l'UNESCO qui s'occupe de l'éducation, de la science et de la culture. Donc l'UNESCO ne peut pas rester à marge de cette réunion, d'ailleurs qui est organisée par cette institution. Donc on ne peut pas, l'UNESCO ne pouvait pas rester les bras croisés et voir que le patrimoine de l'humanité est en train de disparaître. C'est vrai qu'on parle du Moyen-Orient, mais c'est l'humanité tout entière. Il y a justement des objets d'art préhistoriques, que ce soit en Afrique ou encore partout dans le monde, qui rentrent dans le patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Donc si l'UNESCO se sent aujourd'hui concerné, c'est parce qu'il y a un de ces biens qui est en train d'être détruit. Et trouver une solution, comme je l'ai dit aussi, trouver une solution avec des pays concernés comme le Moyen-Orient, comme les pays arabes, ou encore des experts internationaux pour justement contrer l'État islamique. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir trouver cette solution. Donc l'UNESCO ne peut que se sentir concerné par cette destruction et justement lever le petit doigt comme il l'a fait d'ailleurs. Roland Djako, je suis rassurée que vous venez en parler sur le plateau. Merci d'être venu parce que nous en parlerons encore certainement au cours de nos prochaines éditions d'information. C'est une situation inquiétante pour laquelle l'UNESCO a décidé justement de s'impliquer. Ce journal est donc à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Mali accord, l'Azawad signe pour la paix. Ce jeudi, la coordination des mouvements de cette partie du Mali a paraphé les accords de la médiation algérienne, tout en précisant que de nouvelles négociations seraient à entreprendre avant la signature de l'accord définitif. Burundi, coup d'État, échec et condamnation. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont retrouvés en Tanzanie pour évoquer la crise au Burundi. Un coup d'État a été opéré en plein cœur de Bujumbura, la capitale, un acte condamné par la communauté est-africaine. Monde santé, l'hypertension artérielle au menu des défis. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de cette pathologie cardiovasculaire qui frappe de nombreuses personnes à travers le monde. 7 millions de personnes perdent la vie chaque année.
Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce soir, Roland Djakou était avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette conférence sur les destructions du patrimoine par l'État islamique qui se tient en Égypte, qui s'est soldée ce soir sous la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en abrégé l'UNESCO. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.